Bonjour à tous. Euh, je suis Rémi Bourguignon, je suis de l'Université Paris-Est-Créteil, d'un institut qui s'appelle l'IAE Paris-Est. Donc, je vous présente une recherche. Vous avez à l'écran le nom de mes co-auteurs, hein. On est cinq à signer ce travail, même si je me retrouve un peu tout seul aujourd'hui pour vous le présenter. Et puis, par avance, hein, mes excuses, parce qu'en fait, le contenu va être un peu décalé du titre, mais j'ai laissé le titre par fidélité à ce qui avait été accepté. Voilà, quelques éléments sur le point de départ de cette recherche. Donc, il y a une recherche qui prend appui sur un travail qu'on a réalisé, qui est un travail d'évaluation, en réalité, pas un travail de recherche en tant que tel, évaluation d'une réforme législative en France qu'on appelle les ordonnances travail. On dit parfois les ordonnances Macron également, puisque c'est le projet qu'il a porté. C'est la première grande réforme qu'il a fait en arrivant au pouvoir et une réforme qui a bouleversé pas mal d'aspects de notre droit du travail et de notre droit des relations collectives. Donc il y a eu un comité mis en place pour les évaluer. On a été une des équipes qui a pu travailler pour étudier cette réforme. Donc on prend appui sur ce matériau-là. Et sur un point qui a retenu notre attention, mais on n'est pas les seuls, beaucoup de gens ont retenu ça, c'est qu'à la fois dans la description de la loi, dans le processus législatif, mais également dans la mise en œuvre et les débats que ça a suscité, il y a une notion qui est apparue fortement, c'est la notion de qualité du dialogue social ou de dialogue social de qualité. Et donc, ça a suscité évidemment énormément de réflexions sur qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire un dialogue social de qualité. Et d'ailleurs, au sein de France Stratégie, existe désormais un groupe de travail qui continue sur cette notion-là et qui cherche à développer des outils de mesure de la qualité du dialogue social. Alors, juste pour illustrer la manière dont c'est utilisé au quotidien, là, je vous ai pris deux cas. C'est parmi les trois entreprises qu'on a étudiées pour cette recherche. C'est la manière dont c'est formulé dans l'accord qui a été signé entre les organisations syndicales et les dirigeants. Donc, vous voyez, dans une des entreprises, qui est une entreprise de pharmacie, par exemple, les parties entendent également définir, au regard de ces modalités, les moyens appropriés pour poursuivre un dialogue social de qualité et le faciliter dans le respect des droits et devoirs de chacune des parties. Ou alors dans cette entreprise de grande distribution, la capacité des partenaires sociaux à échanger de manière sincère et éclairée autour des enjeux stratégiques à court, moyen et long terme est une condition nécessaire à l'établissement d'un dialogue social de qualité au sein de l'entreprise. Un terme qu'on a vu revenir très souvent, à la fois dans le discours des acteurs, dans les écrits, sans que jamais nulle part ne soit dit ce qu'on entend par cette notion de qualité. Alors, c'est la raison pour laquelle le titre initial, je vous le remets juste sous les yeux, c'était la qualité du dialogue social comme révélateur d'un idéal managérial. La première manière dont on est rentré dedans, en fait, c'était de un peu réinterroger la manière dont on conceptualise habituellement les idéologies managériales et puis prendre le questionnement de cette qualité pour montrer une idéologie particulière. Et depuis, puisque c'est un papier qui est en train de vivre, eh bien, on a poursuivi l'investigation et au fond, on s'est intéressé à un autre angle que je vais essayer de vous présenter après, mais le vrai titre de la communication pourrait être l'encastrement managérial comme pratique de partenariat en prenant le cas du dialogue social en France. Alors, avant de vous expliquer ça, peut-être, oui, alors quelques mots sur cette réforme, donc réforme d'ampleur, hein, faite en 2017, juste après les élections présidentielles en France. Une réforme d'ailleurs qui n'a pas tellement fait l'objet de discussions, puisque c'était une réforme qui est passée par des ordonnances, hein. C'était une des particularités de cette réforme. C'était une réforme très rapide et qui n'a pas fait l'objet de débats approfondis et qui touche différents aspects de notre droit du travail. Alors, je vous cite comme ça les grandes catégories, mais celle qui nous intéresse, celle que j'ai mis en gras, qui est la dernière. Alors, il y a des éléments de cette loi qui transforment les modalités de rupture du contrat de travail, dit autrement, sécuriser pour l'employeur la possibilité de rompre le contrat de travail. Euh, la, une prolongation de ce qui était déjà en marche, qui est la décentralisation de la négociation collective pour faire du niveau de l'entreprise le niveau dit normal de la négociation collective, donc plutôt au détriment de ce qui se faisait jusque-là dans les niveaux sectoriels et nationaux. La généralisation de l'accord majoritaire, ça peut être plus abstrait, mais c'est une particularité française, puisqu'on a un pluralisme syndical assez poussé, et bien on a des modalités un peu complexes pour conclure les accords. Et jusque-là, les accords étaient souvent des accords minoritaires. Et donc là, on passerait sur des modèles d'accords majoritaires. Il faut en gros que des syndicats représentant une majorité des salariés signent pour que l'accord soit valide. Et puis, le point qui va nous intéresser, sur lequel nous, on s'est focalisé, la question de la fusion des instances de représentation du personnel dans les CSE, puisque là aussi, on a un système qui a une architecture un peu complexe sur le plan institutionnel. On a d'un côté la négociation collective et on a d'un autre côté la représentation élue du personnel qui, jusque-là, prenait corps dans trois instances. Le comité d'entreprise, chargé d'être informé et consulté sur les grandes décisions économiques et de gestion de l'entreprise.
les délégués du personnel qui sont au niveau de l'établissement ou de l'équipe pour traiter des questions opérationnelles liées au quotidien, et les CHSCT qui s'occupaient plutôt des questions de santé, sécurité et conditions de travail. Et donc la réforme fait obligation à toute entreprise française désormais de fusionner ces trois instances pour n'en faire plus qu'une seule, le comité social et économique. Alors, c'est une loi qui a fait beaucoup débat, puisque dans ce travail de fusion, eh bien, ça a amené aussi à l'occasion des réductions dans les moyens donnés à la représentation du personnel. Donc, ça a souvent été vu comme une manière d'affaiblir la représentation du personnel et les organisations syndicales. J'allais toucher le clavier, il ne faut pas faire ça. Alors, le cadrage conceptuel de cette recherche, pour vous dire comment on le questionne. Donc, on s'est dit, mais finalement, ce dialogue social de qualité, à travers cette notion, ce qui est intéressant, c'est de voir les promesses qui est faites. Et finalement, c'est des promesses assez classiques, probablement, de ce qu'on appelle le partenariat social dans les pays anglo-saxons, et donc plutôt le dialogue social en France et peut-être plus généralement en Europe. Et c'est une réaffirmation de ces promesses qui sont une plus forte reconnaissance des organisations syndicales, en leur permettant d'être associés à un certain nombre de décisions de gestion, et en contrepartie, leur engagement à chercher à contribuer ou à coopérer avec le management et mettre de côté probablement les tactiques les plus conflictuelles qui font partie de l'agenda plus traditionnel des organisations syndicales, et ce, en vue de trouver des solutions. Alors on connaît les expressions, des solutions intégratives, hein, si on reprend l'expression de Walton et McKersey, ou à gain mutuel, pour reprendre Cocan, Osterman. Et cette promesse, elle fait l'objet d'une littérature abondante depuis longtemps, avec cette idée, est-ce que c'est une forme de renouveau syndical ou une voie pour le renouveau syndical, ou au contraire, est-ce que finalement c'est un cheval de Troie pour le managérialisme ou l'approche unitariste, une approche très managériale finalement des questions de régulation de travail. Les travaux qui ont plutôt cherché à alimenter ce débat ont par exemple essayé de voir quels sont les effets des formes partenariales. Est-ce que vraiment il y a des gains mutuels pour l'ensemble des parties? Et puis de ce point de vue-là, les travaux mettent plutôt en avant, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces références parce que la littérature est dense, mais des réalités et des effets qui sont assez hétérogènes. Ce qui montre qu'il n'y a pas un effet unique et mécanique lié à ce partenariat. Et ça nous invite à nous dire que par-delà les intentions et par-delà la promesse qui peut être faite à la fois par les employeurs et par les organisations syndicales, eh bien, il faut aller voir peut-être un petit peu plus près de quoi il s'agit et nous concentrer sur une notion qui traverse la littérature sans faire l'objet d'un approfondissement ni conceptuel ni empirique, qui est la notion qu'on a appelée nous travail de partenariat ou les partnership working en anglais. Qui nous invite à aller questionner que font les acteurs réellement pour accompagner cette promesse et pour essayer de faire en sorte, dans l'implémentation du dialogue social, qu'elle prenne réalité. Donc ça nous invite à nous concentrer sur un acteur qui est insuffisamment pris en compte, qui sont les gestionnaires, on pourrait dire, des relations sociales ou des relations professionnelles, dont le métier est précisément d'organiser, d'animer, de faire vivre ce dialogue social dans les entreprises, et qui est donc un acteur distinct par bien des aspects, à la fois de l'employeur, mais aussi de la ligne managériale dans l'entreprise. Les travaux qui convoquent cette notion de travail de partenariat se focalisent souvent sur le travail qui est fait par ces gestionnaires du point de vue des représentants du personnel. Quel travail est fait pour les mettre dans des conditions de pouvoir exécuter leur mission à travers des dimensions comportementales, sur le climat des relations sociales par exemple, mais également sur le temps et les moyens qu'on leur donne. En revanche, il reste un point aveugle, c'est ce travail de partenariat fait en direction de la ligne managériale elle-même, en direction du management intermédiaire et du management de proximité. Or, ce n'est pas tout à fait neutre, puisque en reprenant un certain nombre de conceptualisations, notamment en termes d'unité frontière, eh bien, souvent on a vu que le mandat donné à ces gestionnaires de relations professionnelles était précisément de prendre en charge ces questions de manière à épargner le management qui devait rester, lui, focalisé sur ces questions opérationnelles ou d'affaires. Que ce soit d'ailleurs dans une logique un peu antisyndicale d'évitement du syndicalisme, ou que ce soit dans une logique rationnelle, disant le management doit se concentrer sur ses tâches opérationnelles et ne pas s'occuper de cette question sociale et syndicale qui, elle, est confiée à des professionnels de cette question. Quelques mots de méthodologie, mais je vais aller vite parce que sinon je ne tiendrai jamais dans le délai, mais on prend appui sur une étude longitudinale menée entre 2020 et 2022.
parce que les entreprises françaises ont été obligées de mettre en œuvre la réforme à partir de entre 2018 et 2020, pardon. Donc 2020-2022, c'est la période de la mise en œuvre de cette nouvelle organisation. Donc c'était un moment propice pour voir dans certaines entreprises quelles étaient les pratiques de partenariat mises en place. Et on a choisi des entreprises dans lesquelles il y avait cette revendication très forte de dire on va faire un dialogue social de qualité. Donc c'est un choix volontaire pour aller étudier ces pratiques. Et donc vous voyez le nombre d'entretiens, 81 entretiens menés en tout sur ces 3 entreprises, une étant dans la grande distribution, l'autre dans l'énergie et la troisième dans la pharmacie. Donc dans les quelques minutes qui me restent, je vous livre les principaux résultats de cette recherche. Ce qui apparaît clairement, c'est que nos gestionnaires des relations professionnelles nous disent assez clairement que le mandat dont ils disposent, qu'il leur est donné par le top management, ne fait pas l'objet d'une discussion explicite. On n'est pas dans le modèle de l'intra-négociation au sens de Walton et de McKinsey. C'est pas très clair, si ce n'est quand même qu'on leur a dit qu'il fallait quand même maîtriser les coûts du dialogue social. Donc ça, il y a eu un cadrage assez clair par le top management. Mais au-delà, il n'y a pas d'idée claire ou de demande particulière des entreprises. Cette idée de dialogue social de qualité ou de qualité du dialogue social est donc vraiment la manière dont eux appréhendent cette question. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est finalement de façonner le dialogue social de manière à ce qu'il soit compatible avec les attentes du management intermédiaire et de proximité. C'est en ce sens qu'on a appelé ça encastrement managérial du dialogue social. Et je serais assez preneur de vos réactions pour savoir si c'est une expression qui vous semble rendre compte de ce phénomène. Mais c'est en tout cas ces gestionnaires des relations professionnelles qui vont essayer de faire en sorte que le dialogue social entre dans les structures managériales et vont pour cela le façonner. Avec 2 démarches différentes selon qu'ils visent le management intermédiaire ou le management de proximité. Sur le management intermédiaire, donc c'est-à-dire des patrons de business unit, des patrons de direction fonctionnelle, qui sont a priori assez peu sensibles à cette question de dialogue social, nous disent ces gestionnaires, eh bien, ils vont chercher à faire un dialogue social efficace, voire efficient. Ils passent assez facilement de la notion d'efficacité à d'efficience. C'est-à-dire que ça reprenne des normes de gestion, des normes managériales appliquées au dialogue social. Alors, c'est par exemple, il faut des réunions efficaces, il faut faire le moins de réunions possible et surtout traiter un maximum de sujets dans un minimum de temps. Alors, ce qui évidemment fait beaucoup râler par ailleurs la représentation du personnel, qui dit on a besoin de temps, de discussion, de débat. Des délais raccourcis entre le moment où on lance le projet et puis le moment où l'avis des représentants du personnel est donné, de manière à ne pas entraver les projets managériaux. Et puis surtout, une unification de la parole syndicale, puisque pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure de pluralisme syndical, il y a souvent dans les instances de représentation en France des débats entre syndicats qui portent des positions différentes. Et là aussi, dans une logique d'efficacité du dialogue social, les gestionnaires de relations professionnelles essaient de montrer aux managers intermédiaires qu'il y a une parole unie qui leur est présentée, le tout dans un délai court et dans des réunions qui ne perdent pas de temps. Et ce mode de fonctionnement, cette rationalisation procédurale, utilisée vraiment comme un signal, eh bien, requiert par ailleurs tout un travail effectué par ces gestionnaires de relations professionnelles, notamment pour mettre en place ce qu'on a appelé une discipline des débats en instance. Les représentants du personnel le disent avec leurs mots, ils disent que c'est devenu une chambre d'enregistrement, ce n'est pas un lieu de discussion, mais c'est un peu ça l'idée, c'est assumé avec d'autres mots par ces directions qui disent ce n'est pas le lieu du débat, c'est le lieu où on rend des avis et où on prend des décisions. Le lieu du débat se passe ailleurs et donc ça amène une dualisation des instances, donc avec ces instances formelles dans lesquelles on est très efficace et par ailleurs un travail qu'on appelle en commission, donc des lieux où là par contre va s'exprimer le pluralisme syndical, ça va être des lieux de travail et d'instruction, nous disent certains gestionnaires, et qui vont donc être beaucoup plus longs. Et puis vraiment pour terminer, parce que j'ai un peu dépassé le temps, je crois, vis-à-vis du management de proximité, eh bien, c'est une forme de désintermédiation qui est engagée, c'est-à-dire des gestionnaires de relations professionnelles qui se retirent de ces activités, ne veulent plus traiter toutes les réclamations qui peuvent être faites par les syndicats ou les représentants du personnel au niveau du lieu de travail et souhaitent que ce soit traité directement entre les représentants du personnel et les managers de proximité. Et donc cherchent pour cela à se débarrasser de toute instance. Donc par exemple, ces sujets ne doivent plus être traités
dans le cadre des réunions de CSE, puisque ça doit être traité de manière informelle et dans le quotidien. Donc, vous voyez, deux actions, une rationalisation procédurale pour convaincre le management intermédiaire que le dialogue social est efficace, de qualité et qu'il faut donc y participer, et une désintermédiation pour forcer ou contraindre en quelque sorte le management de proximité à s'engager dans ce dialogue social. Merci beaucoup.